Et c'est le petit déjeuner de l'actu avec les sujets qui vous intéressent. C'est 0826 300 300. Vous nous appelez, vous nous envoyez un tweet sur notre compte Twitter #Sud Radio Matin. Vous voulez réagir, et on attend vos appels. Vos appels, oui. Donc Yves de Kerdrel, Laurent Mauduit et Christophe Bordet sont autour de la table. On va parler des urgences et de l'ensemble des sujets d'actualité qui vous font réagir. Mais il y a Antoine qui est avec nous à Toulouse et qui veut parler peut-être d'un autre sujet. Oui, Bonjour Antoine. Moi, il y a un sujet vraiment qui me pose vraiment problème. Oui. C'est le gonflement insidieux de la bulle immobilière. Ouais. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que les mots que j'entends, les termes que j'entends, cette espèce d'optimisme complètement irraisonné, et vous remarquez que tous ceux qui s'expriment en disant acheter, 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 sont tous des acteurs qui ont intérêt à ce que les prix montent. Agents immobiliers, notaires, l'État, les banques, les compagnies d'assurance, il n'y a aucune parole de contrepoids. Et les mots que j'entends sont exactement les mêmes que j'entendais en 2005-2006, quand la bulle des subprimes commençait à apparaître. Ouais. Donc pour vous, il y a une bulle spéculative un petit peu sur l'immobilier, un peu partout en France ou peut-être... Bon, elle est clairement localisée dans les endroits de niche, bien sûr Paris, les grandes villes et métropoles. Ouais. Maintenant, je rappelle qu'il y a une règle de base. L'immobilier aujourd'hui progresse essentiellement, non pas par la hausse du pouvoir d'achat. Quand je vois des prix de plus 50% à Paris en quelques années, alors que le pouvoir d'achat augmente de 20%, on est sur des progressions qui sont dues à un mauvais carburant. C'est le carburant du crédit et le carburant de gros investisseurs qui font de la diversification patrimoniale. Ouais. Quand vous avez un actif qui prend de la valeur pour de mauvaises raisons, un moment, il s'effondre, parce qu'une bulle ne se dégonfle pas gentiment. Une bulle explose. Une bulle produit un crack. Non mais c'est un bon sujet, Antoine, restez avec nous. Et Yves de Kerdrel va réagir, parce que c'est un sujet qu'il connaît bien. Laurent Mauduit aussi. On sera d'accord ensemble. D'accord. Non, juste Antoine, vous avez tout à fait raison. Il faut se méfier des conseilleurs qui sont conflictés, qui ont un intérêt à donner les conseils que vous avez entendus en disant ça va continuer à monter, acheter, etc. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose. Il faut regarder objectivement. Il y a des paramètres qui font que, hélas, cette bulle risque de continuer à gonfler parce que les taux d'intérêt sont négatifs. Les taux d'intérêt sont négatifs, c'est-à-dire que quand vous empruntez de l'argent, le seul fait d'emprunter de l'argent, vous gagnez de l'argent. Donc on est dans une situation complètement absurde aujourd'hui. Et cette situation absurde, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Elle va durer... alors il y a un risque de catastrophe, qu'elle éclate, cette bulle, Laurent Mauduit. Oui, moi ce qui m'a toujours stupéfait dans notre histoire longue, c'est que c'est vrai qu'une bulle, ça se dénoue toujours mal, ça se dénoue par une crise. Or, ce qui est stupéfiant, c'est que tout ça découle du niveau des taux d'intérêt, ce que vient de dire Yves, donc de la politique monétaire. Or, il y a une sorte de consensus, d'abord en France, dans les années 80, ensuite... à la fin des années 90, quand il y a eu la création de la Banque Centrale Européenne, parce que les politiques ne se saisissent jamais de ces questions, parce que on avait chargé la BCE de s'occuper de la valeur interne de la monnaie, la lutte contre l'inflation, mais la politique de change, les taux d'intérêt, les politiques devraient s'en saisir. Or, c'est hors du débat public. Et beaucoup de gens sonnent l'alarme en ce moment. Attention, compte tenu du niveau des taux, compte tenu de la politique monétaire... Mais pourquoi on a des taux aussi bas, justement ? Pourquoi on a des taux aussi bas ? On peut expliquer simplement. Tout simplement parce que là, il y a une panne de croissance actuellement dans la zone euro, due notamment à un début de récession en Allemagne, que ça fait paniquer un petit peu tous les banquiers. Les principaux banquiers qui vont se réunir d'ailleurs jeudi pour une grande réunion pour faire le point sur les taux d'intérêt, et pour essayer de soutenir cette croissance et de relancer cette croissance, eh bien, il y a une arme qui est principalement utilisée. On baisse les taux en se disant ça va permettre aux industriels d'investir, donc de relancer la croissance, l'emploi, etc. Antoine, est-ce que ça répond un peu aussi à votre interrogation, enfin qui n'est pas qu'une interrogation, c'est un constat, quoi. Mais oui, mais je pense que par-delà l'augmentation des prix de l'immobilier, il y a toute une industrie financière qui peut être déstabilisée. Imaginez un instant qu'il y a une simple montée des impayés. J'aimerais bien voir dans les 2 ou 3 ans qui viennent quelles seront les qualités de remboursement d'un
un public qui s'endette sur 25 ou 30 ans, qui est au maximum de ses capacités d'endettement. La crise des subprimes a éclaté quand les premiers impayés sont arrivés 2 ans après la production du crédit. Ensuite, il y a une industrie financière, les SCPI, vous savez, les sociétés de placement immobilier que votre banque ou votre assureur veut vous vendre à tout prix, où il y a des frais de gestion considérables et qui reposent sur des actifs surévalués. Donc quand on parle de prix élevés de l'immobilier, c'est la pointe de l'iceberg. Tout en dessous, il y a vraiment une bombe à fragmentation dans notre économie. Bon, donc ce que vous dites un peu, c'est attention quand vous achetez là en ce moment, faites bien attention, regardez bien quand même aussi l'ensemble des contrats. Il y a un deuxième point qui est objectif, Antoine, en dehors des taux d'intérêt, c'est le déficit d'offres. Il manque 400 000 logements. Ah bah, attendez. Et les permis de construire ont atteint leur plus bas niveau cet été. Et M. Macron s'était engagé à résorber ce déficit d'offres. Et on ne voit rien venir. Le plan de Normandie, du nom du ministre chargé de ça, ne donne rien. Donc il manque 400 000 logements. C'est considérable. Total, dans toute la France. Sachant qu'à Paris, par exemple, il y a quand même 260 000 logements qui sont libres. Ça reste valable aussi dans toute la France. Uniquement à Paris ou en région parisienne? À Paris, me semble-t-il. Parce que aujourd'hui, quand même, ce que disent les agents immobiliers en région parisienne, ils disent la chose suivante, c'est que petit 1, dans un certain nombre de secteurs, et par exemple dans les Hauts-de-Seine, eh bien, il y a un manque de logements, et donc les prix sont en train de monter, parce que oui, les taux baissent, mais les prix sont en train d'augmenter très sérieusement. Et par exemple, aujourd'hui, on peut trouver des 3 pièces 80 mètres carrés, en région parisienne pour 728 000 euros. Voilà combien ça se vend en neuf. 728 000 euros. C'est quand même énorme. Et pourquoi? Parce que les Parisiens partent de Paris pour aller en région parisienne. Non, mais voilà, parce que évidemment, ça a un effet en cascade, et c'est pour ça aussi que quand les prix en région parisienne et notamment à Paris gonflent, l'ensemble en fait des métropoles aussi en bénéficient, puisque certains veulent quitter Paris et vont à Bordeaux, monter. Il se trouve que les habitants de ces villes-là autour de Paris se retrouvent coincés. Non, et puis dans les autres villes, il pourrait y avoir une mesure spectaculaire qui n'a pas été prise à Paris, comme ça se fait dans certains pays nordiques ou d'autres pays, c'est-à-dire qu'on interdise aussi la spéculation pour les étrangers. Ça, on pourrait très bien l'interdire. Non, mais c'est assez étonnant, c'est complètement tabou, personne n'en parle. Vous avez une bonne observation. Ça, c'est complètement interdit. Cette petite vidéo formidable où quelqu'un interpelle Cédric Villani, sur le prix de l'immobilier à Paris, donc qui a dépassé 10 000 euros le mètre carré, qui dans certains arrondissements atteint 13 000 euros le mètre carré. Que fait-on? Parce que c'est vrai que derrière cette question de l'immobilier, il y a la question de l'exclusion sociale, des populations qui sont chassées de plus en plus pour faire une ville musée. Et encore, il reste quand même 500 000 personnes qui sont en logement social dans Paris. Encore heureux. Réponse de Villani, un blanc. Non, mais il ne sait pas. On va étudier la question. On va étudier la question. La question. Juste une chose, quand vous dites 13 000 euros le mètre carré, bon, ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Mais moi, je connais un agent immobilier qui travaille dans le luxe avec uniquement les étrangers. Vous savez comment ça se passe? Vous vous retrouvez dans un grand appartement luxueux près de l'Assemblée nationale, par exemple. Vous avez un intermédiaire qui arrive avec son iPhone, qui a le client qui est à l'autre bout du monde, voilà, au bout du fil dans l'iPhone. Ils visitent l'appartement comme ça, ils achètent l'appartement juste comme ça, jusqu'à 18 000 ou 19 000 euros le mètre carré. Non, mais je vous arrête. C'est incroyable. Ça va jusqu'à 30-36 000 euros et dans certains coins, comme le 6e arrondissement. C'est allé, en fait. Donc, c'est vrai que c'est des prix totalement affolants. Antoine, qui font un peu perdre la tête, et ça peut être dangereux à terme. Vous avez eu raison de poser ce sujet, Antoine. Oui, mais je vous en remercie. Mais en plus, tout le monde n'est pas fait pour accéder à l'immobilier. L'immobilier est une matière taxable. Quand on peut acheter son propre toit, c'est quand même pas mal. C'est ça. Mais il faut concevoir l'immobilier comme un actif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à la fin de son crédit, qu'on est propriétaire, qu'on est retraité, est-ce que ça vaut encore la peine d'être propriétaire quand je vois toutes les taxes et toutes les charges qui affectent l'immobilier? C'est un autre débat. Non, mais vous êtes arrivé à la fin de votre prêt. Vous avez votre maison. Elle vaut 250 000 euros. Vous avez 70 ans. Moi, je vends. J'achète 10 000 actions Shell. D'accord, 25 euros pièce. 16 000 euros de dividendes par an. J'enlève les impôts et les taxes. Je m'installe comme locataire. Et je n'ai plus de taxes foncières à payer. Et je suis mobile. Je suis liquide. D'un mot, Yves de Kerdrel, vous avez fait la tête en écoutant Antoine, là. Non, moi je pense que au contraire, dans l'un parmi les facteurs de la hausse de l'immobilier, il y a aussi
un phénomène qui vient de la part des angoissés de la retraite, qui se disent j'achète parce que être propriétaire au moment de la retraite, c'est une charge. Non, mais ça c'est vrai. Mais Antoine a fait ses comptes, mais tout le monde n'est pas comme Antoine. Oui, il est très avisé. D'ailleurs, c'est vrai. Son calcul est très juste. Merci Antoine, merci pour ce débat sur cette question immobilière. C'est vous qui suscitez aussi le débat sur Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300 et dans un instant, juste après le rappel des titres de 9h, on va parler des autres sujets qui font l'actualité ce matin, c'est-à-dire que évidemment, on viendra sur les urgences, la PMA et puis peut-être d'autres sujets dans l'actualité. N'hésitez pas, en tout cas, vous nous appelez. Yves de Kerdrel, Laurent Mauduit, Christophe Bordet sont en pleine forme. On matin bien réveillé, ça tombe bien. Nous sommes le 10 septembre et un mardi et tout va bien. Restez avec nous, on est encore ensemble pendant 1 heure. Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu, toujours avec Christophe Bordet, Laurent Mauduit et Yves de Kerdrel ce matin, avec différents sujets posés sur la table. Oui, bien sûr, les urgences dans un instant, c'est ce qu'on va voir, la PMA, GPA. Puis, je ne sais pas si vous voulez réagir, vous avez entendu Arthur Delaborde sur cette histoire de Tariq Ramadan. Est-ce qu'on doit publier un tel livre ou pas? Vous, Laurent Mauduit, qui êtes très attaché à la liberté en fait d'expression, est-ce que ce livre doit sortir, sachant qu'à l'intérieur, je crois qu'il cite à 80 reprises l'une de ses accusatrices et que son identité peut être dévoilée. Écoutez, nous, comme journal, on est pour la liberté éditoriale et on ne porte quasiment jamais plainte quand on est mis en cause. Mais là, dans le cas d'une plaignante, ne connaissant pas le détail du dossier... Oui, bien sûr. Voilà, donc je suis petit jockey, j'ai du mal à me... C'est difficile effectivement dans ces conditions de se prononcer, Yves de Kerdrel. Oui, je pense que là c'est vraiment à la justice de dire le droit. Il y a un problème de respect. On a l'impression que tout est aujourd'hui sur la table aussi, bien sûr, parce que les affaires parfois. Regardez Patrick Bruel. Non, sur la table. Attendez, sur la table. Dans l'affaire Ramadan, c'est sur la table parce que il y a eu beaucoup d'enquêtes de presse. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mediapart, bien sûr. Ensuite, dès lors qu'il y a eu une procédure et des plaintes, les choses se sont accélérées. C'est pour ça que c'est sur la table, et parce que s'il y a eu viol, il y a crime, et donc c'est normal que pour... Mais est-ce que tout doit être exposé? Dans le cas de Patrick Bruel, qui a eu une autre affaire où donc il a bénéficié d'un massage et visiblement il aurait demandé des faveurs, mais ça on n'y était pas. Non, bien sûr, d'autant que c'est assez surprenant quand même, puisque sa famille était juste à côté, etc. Elle n'a pas porté plainte. Est-ce que tout doit être... Moi, je peux vous dire nos règles. Non, mais c'est difficile. Parce que chaque média a ses règles. Nous avons, nos règles déontologiques. Dans des affaires de ce type, on a révélé la première grande affaire d'agression ou de harcèlement, qui était l'affaire Baupin. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, 3 ans, il y a eu finalement le procès intenté par Baupin contre notamment Mediapart, mais aussi les femmes qui témoignaient. C'est des affaires très particulières, très délicates, et nous avons mis près de 8 mois pour faire aboutir l'enquête, considérant que parfois une plainte ne suffisait pas, qu'il en fallait 2. Donc il faut d'infinies précautions je trouve, pour un journaliste, pour aboutir. Voilà. Donc, non mais je crois que la vraie question par rapport à Ramadan, c'était est-ce qu'il fallait ou non lui donner la parole? Ça c'était l'autre sujet. Oui, mais c'est ça. Parce que la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'il fallait lui donner ou pas la parole? Parce qu'il a donné une interview. Il s'est exprimé à la télé pendant une demi-heure où il a eu le temps de s'exprimer, etc., etc. Bon, voilà. Moi, je veux bien qu'on admire Ramadan. Non, mais c'est pas une question d'admirer. Non, mais qu'on dise oui, il a le droit à la parole comme les autres, etc. Je suis désolé. C'est quand même, pardon de le dire, un proche des frères musulmans. Je n'ai absolument aucune admiration pour ce type. Et je vois pas pourquoi on en fait autant autour de Ramadan, qui tout d'un coup essaie de se défendre en disant non, j'ai touché à personne, j'ai rien fait. Bon, écoutez, comment se fait-il qu'il y ait autant de femmes, bizarrement, qui portent plainte contre lui? Bon, voilà, donc sujet en tout cas sur la table aussi. Alors les urgences, venons-en avec ce plan qui a été annoncé hier par Agnès Buzyn. Laurent Mauduit, vous disiez tout à l'heure, il y a 750, c'est un plan sur 3 ans, il y a quelques mesures comme un numéro de téléphone, des maisons de garde. Malgré tout, vous dites que ce n'est pas complètement suffisant. Pas de moyens en plus, pas de lits hospitaliers, pas d'ouverture de lits. J'ai rappelé le chiffre, sur 20 ans, près de 100 000 suppressions de lits. Ceci intègre des fermetures d'hôpitaux. Et donc la vraie question, ce sont des moyens en plus. Et j'ai juste
je ne veux pas donner mal au crâne à celles et ceux qui nous écoutent. Le langage technocratique, froid d'Agnès Buzyn, elle a dit hier, avant de créer des lits, je voudrais qu'on optimise la gestion des lits. Il n'y a pas de mutualisation du sujet des lits vides entre des services et des soins non programmés. Enfin bon, c'est incompréhensible. Ce qu'on comprend, c'est non. Ouais. Non. Ouais. Et donc, moi, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il y a eu... ce sont toujours les finances qui, sur 20 ans, 30 ans, ont commandé. Jamais le ministère de la Santé, pour des questions d'intérêt public. Et vous vous souvenez, les années 70, y compris... là, je dépasse le sujet de l'hôpital, sur la rationalisation du nombre de médecins. La situation est folle. On se dit qu'avec 40 ans de recul... Ça vient de là, de mesures technocratiques de l'époque, où on voulait moins de médecins en disant, s'il y a trop de médecins, il va y avoir trop de dépenses de santé. Moi, je me souviens, j'étais étudiant, il y avait même ce qu'on avait appelé à l'époque, en 1976, des reçus collés. Vous vous souvenez de ça? Non. C'est des étudiants en médecine qui avaient été reçus à leurs examens. Mais collés parce qu'il n'y avait pas de place. Parce qu'on a fait ce numerus clausus, une folie. Et donc maintenant, on manque de médecins et on est obligé de faire appel à des médecins étrangers pour pallier l'absence de médecins en France. Non, moi, ce que je trouve assez pathétique, surtout, c'est que Agnès Buzyn est une médecin, qui vient de la médecine hospitalière. Donc elle connaît bien, son mari aussi est médecin, plutôt parti chercheur, mais tous les deux sont des grands médecins, c'est des proches du sujet, et ils n'ont pas compris, j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris qu'il y avait urgence pour les urgences. Ah bah non, mais elle a compris. Mais c'est du cinéma macronien, ça. Elle n'a pas compris, pas compris qu'il y avait urgence pour les urgences, qu'effectivement, il y avait une question de nombre de lits. Quand cet été, il y a eu deux cas où on a retrouvé des personnes qui étaient abandonnées sur des brancards dans des couloirs au bout de 5 ou 6 jours. Et il y a quand même un problème. Quand les personnels sont épuisés, quand je le citais la semaine dernière dans un rapport sur les maladies du travail, là où il y a le plus de maladies du travail, c'est dans les services hospitaliers. C'est quand même aberrant. C'est le comble. Donc il y a vraiment urgence pour les urgences. Et puis juste pour revenir à ce que disait Laurent sur la question financière, parce qu'on redit toujours, il faut réduire les dépenses publiques, etc. Donc, elle a voulu faire un plan à euro constant. Donc, elle a pris dans la poche, dans une autre poche de l'hôpital pour mettre pour les urgences. Je rappellerai simplement ce que Cameron a fait quand il est arrivé en Grande-Bretagne en 2010 au pouvoir. Il a fait un plan de réduction de la dépense publique de 150 milliards de livres. Il a dit, je ne toucherai pas, ce plan n'affectera en aucun cas le NHS, qui est l'assistance publique, les hôpitaux britanniques. Oui, mais qui fonctionne autrement. C'est pas le service à la française quand même. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller aux urgences comme ça à l'hôpital. Il faut un rendez-vous. C'est tout autre. C'est géré différemment. Tout à fait. Peut-être qu'on devrait s'en inspirer un peu, même si il n'est pas parfait. Exactement. Et c'est ça. Le problème, c'est que ce plan a été fait. On a le sentiment quand on lit les 12 mesures du plan, c'est un plan effectivement très technocratique, mais qui ne répond pas à la réalité, qui ne répond pas surtout à ce qu'exprime quand on lit ce qu'expriment les urgentistes, le mal-être. Christophe Bordet et ensuite Laurent Mauduit. Écoutez, moi je souris un petit peu parce que j'ai l'impression que tout le monde s'étonne de la politique d'Agnès Buzyn, mais enfin il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que la Macronie d'abord, et elle en fait partie très largement, s'adresse aux gens qui vont bien, aux gens qui vivent bien, aux mondialistes bobos qui ont les moyens d'aller se faire soigner dans le privé le cas échéant. Et la Macronie, c'est quoi ? La Macronie, c'est l'ultralibéralisme, il faut que ce soit rentable, et donc l'hôpital est devenu une entreprise comme une autre, dans laquelle il faut rentabiliser, dans laquelle il faut faire des économies, optimiser la gestion des lits, c'est ça que ça veut dire, ni plus ni moins, c'est ça la vérité. À mon avis, il y a malgré tout une crise qui dure là maintenant, ouverte depuis presque plus de 6 mois. Ce qui est assez stupéfiant, c'est la mauvaise appréciation au plan politique
de la colère mais ils s'en fichent des personnels hospitaliers, et deux, dans un conflit qui est très populaire auprès de la population. Les citoyens ordinaires, l'homme de la rue est très attaché notamment aux urgences. Au système des urgences. Au lieu, il y avait deux postures possibles. Soit non, on n'écoute pas. Attention. Mais ils font exactement la même chose que ce qu'ils ont fait avec les Gilets jaunes. Je termine juste ma phrase. Soit ils additionnent des petits plans. Ce plan-là était censé être le plan de la dernière chance, parce qu'il y en avait eu un 2 mois avant. Et donc, on sait par avance ce qui va se passer cet après-midi. Les personnels hospitaliers vont dire non, ça ne fait pas du tout le compte. Et donc, parce que derrière ça, il y a des revendications aussi de salaire. Il n'y a pas que des revendications de moyens d'effectifs. Bon, il y a eu, alors ça, on en parle peu pour l'instant, et puis il n'est pas question de l'évoquer alors qu'il y a un conflit justement dans les urgences, parce que ça mettrait le feu aussi. Mais il y a eu les 35 heures qui sont arrivées à l'hôpital, qui n'ont pas été forcément bien gérées. Les plannings chez les urgentistes eux-mêmes. Quand vous connaissez les urgentistes et quand vous connaissez les plannings, il y a quelques années, ils ne se plaignaient pas. Regardez et ce donc paradoxe. On a pas mis en cause ça quand on était à froid. Si je peux me permettre, juste Yves, les deux catégories les plus malmenées dans la fonction publique sont les instituts auxquels on confie l'avenir de nos enfants, bien sûr. et les infirmiers et les infirmières à qui on confie notre santé quand elle est mise à mal. Ce sont les petites mains de l'hôpital, et ce gouvernement n'en a strictement rien à faire. Ce gouvernement s'intéresse à qui? Aux patrons des hôpitaux et aux grands professeurs. Le reste, pas que ça. Mais la preuve. Attendez, une infirmière est payée combien? 1500, 1600 euros par mois. Vous croyez que ça intéresse la ministre de la Santé? C'est ça le problème, c'est que ça ne l'intéresse pas, et que là on déshabille Paul pour habiller Pierre. Donc ça va rien changer. D'un mot, Yves de Kerdrel, et on va passer au sujet de la PMA. Non, je dis simplement qu'elle a une grande chance, Madame Buzyn, malgré tout, où nous avons une grande chance, c'est qu'il y a plus de la moitié maintenant des services d'urgence en France qui sont en grève, et ils sont en grève, mais c'est une fausse grève. Oui, parce qu'ils travaillent. Ils travaillent, comme les pompiers. Voilà, d'un mot sur quand même des gens formidables. Oui. D'un mot sur, il y a la PMA qui est étudiée actuellement, et à cette occasion, parallèlement, on a appris que le gouvernement va reconnaître la filiation des enfants nés d'une GPA, la gestation pour autrui à l'étranger. Autrement dit, ces enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger vont devenir les enfants de ceux qui vont les élever et qu'on appelle les parents d'intention jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'il fallait d'une manière ou d'une autre régulariser la situation, mais est-ce que ce n'est pas la porte ouverte aussi derrière à la GPA, Christophe Bordet? Écoutez, je crois franchement, en écoutant Mathieu Orphelin par exemple ce matin, qui était votre invité, qu'on nous prend député de la République prend pour des clowns. C'est-à-dire qu'on a quand même un député qui dit à un moment non, mais est-ce que la France est vraiment prête pour la GPA? Oui, mais vous, est-ce que vous êtes pour? Non, mais je pense que la France n'est pas vraiment prête pour la GPA. Bon, écoutez, on a bien compris qu'il est pour la GPA. Il y a sûrement un certain nombre d'autres députés de la République En Marche qui sont de toute façon pour la GPA, puisque comme tout s'achète et tout se vend sous la Macronie, là, on va pouvoir acheter quelque part le ventre d'une femme pour avoir un enfant, et ça arrivera en France. Quand on commence à reconnaître des enfants qui sont issus de GPA et qui viennent de l'étranger, vous imaginez bien qu'à un moment, la France n'aura pas le choix que d'aller dans le même sens. Donc voilà ce qui est en train de se préparer, mais on ne veut pas nous le dire. Est-ce que je peux instiller un peu l'esprit de nuance? C'est pas mon style. La France a été condamnée à plusieurs reprises sur cette question par la Cour européenne des droits de l'homme. La question, c'est notamment les droits de l'enfant. Est-ce qu'on lui reconnaît le droit d'avoir une filiation? Et donc, c'est pour moi la question de l'égalité et une question démocratique qui a été posée. Ensuite, il y a une question plus large sur la GPA. Mais là, c'est pour les enfants nés à l'étranger. Est-ce qu'on leur dénie pas une filiation? C'est même plus qu'une filiation, Laurent. La Cour européenne des droits de l'homme s'est posé la question sur l'existence juridique. C'était l'existence bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Il n'avait simplement de pouvoir avoir un papier d'identité. Voilà. Parce que, non, mais il faut dire aussi les choses, parce que ça avait été fait illégalement. Oui. C'était illégal, en tout cas, tel qu'on l'entendait en France, jusqu'à présent. Donc ça me semble couler de source, enfin. Il faut le faire. Donc ça veut dire que c'est la porte ouverte à la GPA. Oui, mais ça va. Forcément. Ensuite, on verra le débat à l'Assemblée. Ce sera inséré au sein de la loi bioéthique. À un moment donné, vous ne pouvez pas. Juste une chose. Vous savez quand même comment ça se passe. C'est-à-dire que vous êtes un couple homo. Vous voulez avoir un enfant à l'étranger issu d'une GPA.
vous recevez un catalogue sur Internet avec des visages de femmes. Ouais. Vous choisissez déjà par rapport à la femme, elle est belle, elle est pas belle, elle est blonde, elle est brune, elle est rousse, etc. Après, vous regardez si elle n'a pas eu du cholestérol ou dans sa famille des antécédents, machin, etc. Et voilà comment est choisie quand même la mère, la femme qui va porter l'enfant. Oui. Donc, c'est un peu comme si vous receviez le catalogue La Redoute et que vous achetiez un objet sur le catalogue La Redoute. Si ça vous choque pas, pardon, moi ça me choque. Je suis désolé. Voilà. Le principe même me choque. Chacun, évidemment, c'est un débat. Hein, oui. Laurent. Non, je maintiens. Laurent, pardon, et Yves, Laurent, c'est la gauche bien pensante, égalitaire. Bon, très bien. L'égalité, on la met partout, à n'importe quelle sauce. Non, mais je suis journaliste, j'observe, je rappelle les faits, je moi, je suis citoyen et je vote aussi. Donc, moi, la question qui m'importait était la question démocratique de l'égalité pour les enfants concernés. Oui, ça c'est vrai. Yves de Cardrel. Moi, comment dire, j'observe également, qu'il y a à peu près un an, il y a un grand animateur de télévision et de radio qui est maintenant directeur de chaîne d'information et qui a publié un livre racontant comment il avait été acheté ses 2 enfants à l'étranger et je veux dire Marc-Olivier Fogiel. il en faisait l'apologie de toute la démarche. L'apologie, c'est le bon mot. De toute la démarche. Personnellement, j'ai trouvé choquant qu'il n'y ait aucune voix qui dise ce que ce monsieur a fait. Et ce monsieur n'est pas n'importe qui, puisqu'on le voit tous les jours, etc. Et il est tout à fait respectable, hein, mais il n'y a pas de voix qui s'est élevée à ce moment-là en disant attention quand même, c'est très bien d'écrire, de raconter tout ça, mais c'est illégal. Ouais, c'était illégal. Non, mais ça c'est vrai. Bon, après les enfants sont heureux, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est raconté également dans ce livre. Mais c'est une question sensible d'évolution de la société. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat, aux auditeurs. C'était Antoine qui était avec nous tout à l'heure. 0826 300 300. Vous pouvez réagir.